Yo yo yo! Aujourd'hui, on va prendre un épisode où on va pouvoir aborder les questions de scénario un peu plus profondément, parce que c'est vrai que mine de rien, je vous en parle assez souvent, et je trouve que ce film-là est un bon exemple pour voir comment ça marche. Et ce qui marche bien aussi, on va pas se mytho, c'est quand vous vous abonnez à la chaîne. Et si vous kiffez aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à mettre ce satanique pouce bleu. C'est vrai que ce film, c'est pas vraiment un film méconnu, peut-être un peu oublié, bon, sans doute, en tout cas inexistant pour la nouvelle génération probablement, mais peut-être un peu oublié dans la filmographie de son réalisateur. Mais bref, on va voir tout ça et on a envie de vous parler de ce film parce qu'il est trop bien. Et donc c'est The Game de David Fincher, sorti en 1997. C'est l'histoire d'un homme d'affaires, Nicholas Van Orton, joué par Michael Douglas, qui reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau offert par son frère, un jeu. Van Orton ne connaît ni les règles, ni les enjeux, et ça va évidemment partir en couille. Donc le réalisateur, David fucking Fincher. Alors autant être transparent et pas faire le mec, on dirait je me prends pour un ministre, mais Fincher fait partie de mes réals préférés, genre top 3. C'est Fight Club qui m'a donné envie de faire du cinéma, et ensuite Old Boy, et Seven m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Ça a été aussi le sujet de mon mémoire à l'école de ciné, au passage. Le Forceur. Et avec Mathieu, on se demandait si c'était pas intéressant de prendre justement des films de réal très connus, et soit parce que ces films-là sont méconnus, soit parce qu'ils sont un peu oubliés dans la filmo du réal. Et pour Fincher, on veut justement vous parler de The Game, parce qu'au passage, c'est aussi un putain de film. Mais histoire de pas perdre ceux qui ne savent pas qui est Fincher, il a réalisé Alien 3, qui est mal aimé, mais que j'aime beaucoup perso, ensuite Seven, The Game, Fight Club, Panic Room. Il fait ensuite une pause de 5 ans, plus de films, pour revenir plus fort que jamais avec Zodiac. Ensuite, il fait Benjamin Button. On aurait pu aussi prendre ce film-là pour un prochain épisode. Social Network, Millennium et enfin Gone Girl, dernier en date de 2014. Donc au passage, Fincher, t'es mignon, mais arrête la télé un peu et reviens au cinéma, merci. Je pourrais encore dire plein de choses sur ce mec, tellement il a une vision de la vie assez intéressante et surtout une vision du cinéma qui est intéressante. Il est aussi très perfectionniste. Et petit fun fact, dans Social Network, la scène d'intro au début, quand les deux parlent, il a tourné 99 prises. C'est un peu beaucoup quand même. Mais bref, on va s'arrêter là, on va en laisser un peu pour plus tard, au cas où si on fait un autre épisode sur David Fincher. Bon, passons un peu au film. Déjà, Michael Douglas et Sean Penn. Bon, qu'on voit pas souvent, hein, mais quand il est à l'écran, il projette quelque chose de tellement fort que ça suffit même le peu de fois où on le voit. D'ailleurs, c'est assez fou ces acteurs avec une telle aura qui captent immédiatement la caméra. Même dans Friends, hein, il joue un personnage un peu effacé, un peu bizarre, mais pourtant il rayonne à la caméra. Enfin bref. Sacré Sean Penn. Mais Michael Douglas crève l'écran aussi. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il s'est fait un nom avec des rôles d'hommes d'affaires en réussite, par exemple comme Wall Street, ou carrément le président des États-Unis avec le président et Miss Wade. Il a ce truc charismatique pour incarner ses rôles. Et dans The Game, il joue cette figure d'homme d'affaires et de ce calibre, avec du pouvoir. Mais au fur et à mesure, cette figure va de plus en plus être détruite dans le film. Donc c'est assez intéressant d'avoir casté Michael Douglas. Ça rend justement cette destruction du personnage puissant encore plus forte. Je me souviens que petit, quand je l'avais vu ce film, il m'avait mis un peu dans un sale état. Et j'avais eu peur, et du coup, j'avais pas trop aimé. Mais, en fait, ça vient de quoi? Ça vient de... Au tout début du film, à un moment, il y a un... C'est même sur la jaquette, hein, c'est même sur le Blu-ray du film. Il y a un clown. Et ce clown, j'ai pas spécialement peur des clowns, hein. Mais petit, celui-là, il m'avait fait balise de ouf. Encore plus avec toute cette paranoïa qui se crée autour. Hein. Pourquoi il est là? Comment il est arrivé? Etc. Mais au-delà de tout ça, j'ai mieux compris aussi pourquoi en revoyant le film. La photo et la mise en scène de Fincher accentuent complètement ce sentiment d'être perdu, de paranoïa. Parce qu'on en parlera un peu plus après, mais c'est un film paranoïaque comme on n'en fait plus aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai l'impression. Tout est fait pour rendre tout ce qui entoure le personnage Van Orton oppressant. Déjà par la mise en scène de la ville, en extérieur, il fait quasiment tout le temps nuit, et puis même la façon dont il cadre, hein, qu'il choisit ses plans. Et t'as souvent l'impression qu'il y a personne dans les rues. Et puis le choix de la ville, San Francisco. Petite parenthèse, mais ça me fait bêtement plaisir de voir San Francisco au cinéma. Je trouve que c'est vraiment une ville qui a beaucoup de choses à apporter dans le cinéma. En fait, j'ai rigolé tout seul. À peut-être toi qui comprenait que j'esquivais cinématographiquement, tu vois. Et genre j'ai eu une lueur, j'ai dit dans le cinéma. On arrête avec cinématographiquement parlant, ça me casse les couilles. Bah non, mais on va faire ça du coup. Ok. Mais en fait, je trouve que c'est une ville qui a beaucoup à offrir dans le cinéma, en fait, à l'image, etc., avec ses côtes, avec ses tramways. Et il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à mettre en image. Et c'est vrai que The Game, c'est un film de 97, hein, mais en tout cas, voir cette ville, ça fait plaisir, je trouve. Et Fincher utilise très bien l'architecture de la ville pour soit augmenter ce sentiment d'oppression, soit pour mettre en image les relations entre deux personnages. Et puis ensuite, la photo, elle est tellement sombre, toujours en extérieur, mais la nuit fait vraiment peur. Elle paraît hostile, c'est dark, menaçant,
et du coup sacrément efficace. Même si, n'étant obviously plus un enfant, en fait, j'ai pas eu peur devant The Game en le revoyant. J'ai quand même eu ce ressenti au fond de moi de malaise et d'hostilité, surtout en extérieur et dans les rues. Mais allons au cœur de cette chronique, le scénario. Et pour pas encore spoil, pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, justement, en fait, The Game, c'est un film parano. Je vous en avais parlé un peu juste avant, un peu un film parano et avec des énigmes, on va dire. Et c'est vrai que c'est un genre qui existait pas mal dans les années 90-2000. Il y avait souvent des films autour de ça, et beaucoup moins aujourd'hui, j'ai l'impression, voire quasiment plus du tout. Et c'est vrai que parfois, le problème majeur de ce genre de film à énigmes surtout, c'est que, par exemple, le personnage, il va récupérer une clé, et le personnage fait « c'est quoi cette clé ?» Et puis, tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, il va la mettre quelque part et ça va marcher. Et nous, du coup, en tant que spectateur, on va se dire « Ah ouais, comme par hasard, ça marche, en fait. » Et on va voir, en fait, que The Game, arrive bien à contrer tout ça. Comme Paycheck, hein, d'ailleurs. Je déteste pas le film, hein, mais il est vraiment insignifiant, quoi. Et t'as Ben Affleck qui résout des énigmes. Ça n'a aucun sens. Et toute l'intelligence de The Game, c'est justement de jamais rendre son personnage impossiblement plus intelligent que le spectateur. D'ailleurs, dès qu'on se dit « Ah ouais, non, mais ça doit être faux », et ben Van Horton se dit la même chose. Et il comprend jamais des énigmes que nous, on n'a pas compris au préalable. Ce qui rend le film agréable à suivre, parce qu'on se sent encore plus impliqué dans l'histoire en tant que spectateur. Maintenant, on va rentrer dans la zone spoiler, parce que je vais vous expliquer justement comment marche un scénario en 3 actes. Et pour ça, pour vous l'expliquer, malheureusement, je vais devoir spoil The Game, sinon c'est pas possible. Donc, à tout de suite. Le scénario est vraiment chirurgical. Il suit point par point les étapes définies pour un scénario en 3 actes. C'est d'ailleurs peut-être un peu le défaut du film, c'est que si on sait comment ça marche, on peut voir un peu tout arriver, mais on va voir que le film est assez bon pour jamais vraiment sortir du film à cause de ça, en prenant justement quelques libertés. Donc, je vais pas du tout être exhaustif, parce qu'il faudrait des heures pour parler de comment un scénario se fait, d'où ça vient, etc. Mais je vais essayer d'être le plus carré, le plus simple possible. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout vient un peu d'un livre qui est sorti en 1949 de Joseph Campbell qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». En gros, il raconte que depuis l'Antiquité, on raconte les mêmes histoires. En gros, Homer et Star Wars, même combat. Et ensuite, des scénaristes ont un peu condensé tout ça pour justement que ça tienne dans un scénario, et notamment en 12 points, parce qu'il y a plusieurs après-plans, plusieurs schémas, chacun a son propre truc. Mais en l'occurrence, moi, je vais vous prendre celui qui est en 12 points, et je vais vous expliquer justement comment ce schéma marche. Comme je vous ai dit, c'est un scénario en 3 actes. Le premier acte qui est l'exposition, le deuxième, la confrontation-développement, et l'acte 3, la résolution. Donc pour The Game, comment ça marche? L'acte 1 avec en premier point, le monde ordinaire. Donc Van Horton dans son bureau, sa vie, son taf. Ensuite, l'appel à l'aventure. Donc c'est son frère qui lui propose le jeu. Hein. Le refus de l'appel. Quand son frère lui donne la carte, Van Horton refuse pas genre catégoriquement. C'est beaucoup plus subtil. Mais il est pas du tout chaud en vrai. Donc il refuse cet appel à l'aventure. La rencontre avec le mentor. Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de mentor. Hein. C'est pas Gandalf ou Obi-Wan Kenobi. Mais ça va totalement avec le personnage. Quelqu'un de puissant, donc il n'y a pas vraiment de mentor. Mais celui qui s'apparente le plus à ça, c'est justement le mec de l'entreprise, celui qui va lui vendre le programme. C'est vraiment celui qui va réussir à le pousser à accepter cette aventure. Ensuite, le passage du seuil. Donc le moment où le personnage accepte de rentrer dans l'aventure. Et c'est le cas, hein. C'est au moment où tout simplement Van Horton signe le contrat. Ensuite, à ce moment-là, on rentre dans l'acte 2. Dans l'acte 2, c'est quoi? C'est les tests, les alliés et les ennemis. Donc, Van Horton surmonte les premiers obstacles, découvre qui sont ses alliés et ses ennemis, mais c'est ce qui est beau dans le film, et hyper bien fait, et hyper intéressant, et dans un film de paranoïa, c'est que du coup, on est perdu, et genre les alliés deviennent des ennemis, les ennemis deviennent des alliés, on sait plus, on est perdu. Ensuite, il y a l'approche de la caverne. À ce moment-là, le héros et ses alliés doivent élaborer un plan. Bon, déjà, il n'a pas vraiment d'alliés, on va dire. Hein. En tout cas, pas aussi fort que Han Solo ou Sam Gamgee. Hein. Mais quand il reçoit l'appel pour avoir l'adresse de la meuf, on pourrait dire que c'est l'élaboration de son plan, hein, pour le peu qu'il en ait de plan, vraiment, parce que bon, il est perdu dans le film. Mais c'est ce qui va amener ensuite à l'épreuve suprême. L'épreuve suprême, en fait, c'est quand le héros vient chercher le trésor et qu'il manque de mourir. Là, son trésor à lui, c'est la vérité. C'est ce qu'il vient chercher chez la meuf. Et il manque littéralement de mourir. Hein. C'est la première fois qu'il est confronté à des mecs avec des guns, et puis course-poursuite, etc. Ensuite vient à ça la récompense. C'est d'avoir, lui, c'est enfin d'avoir la vérité, et en plus de ça, une alliée. Parce qu'après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, a priori, c'est bon en fait. Hein. Et non, c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans The Game. C'est qu'il a ni la vérité, ni une alliée. Du coup, il retourne un peu ces codes-là. Ça, c'est la fin de l'acte 2, et on rentre ensuite dans l'acte 3. Dans l'acte 3, le prochain point, c'est le chemin du retour. Et là, c'est littéralement un chemin du retour. Hein. Le gars, il se retrouve au Mexique, il doit revenir aux USA. On peut pas faire plus clair dans le truc. Et ensuite, la résurrection,
c'est l'heure du grand combat, c'est le moment où le héros revient plus fort que jamais et montre que sa transformation, en fait, ça l'a changé. Et d'ailleurs, juste avant, il fait littéralement une résurrection, d'ailleurs, avant le chemin du retour. Hein. Le gars, il sort d'un cercueil, mais donc il arrive à trouver le vrai lieu de l'entreprise, et il y va avec un gun complètement déterminé, plus déterminé que jamais, et il commence à foutre le bordel. Et enfin, le dernier point, ça s'appelle le retour avec l'élixir. C'est le héros qui revient de son aventure grandi. C'est à ce moment-là qu'après le saut, il change. C'était devenu un fils de pute, et ce jeu lui a appris à redevenir un humain avec de l'empathie. Voilà en gros comment ça marche. Et ça, vous pouvez un peu appliquer ce schéma pour tous les mythes américains, tous les films, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Star Wars, etc., etc. Mais principalement sur les films américains, on va dire quand même. Mais ce qu'on peut voir, c'est que malgré le fait qu'il soit hyper cohérent avec la structure, le schéma que je viens de vous expliquer, eh ben, il n'hésite pas non plus à transgresser certaines de ses règles, parce que son histoire le veut, et ça rend justement le tout beaucoup plus crédible et beaucoup plus vivant, et pas juste un scénario basé sur un plan préexistant. Malheureusement, comme je vous ai dit, il faudrait un épisode entier et long pour vous expliquer vraiment un peu tous les tenants et les aboutissants de comment tout ça, ça marche, mais vous avez déjà pas mal de clés au moins pour un peu comprendre. Je vais pas vous bourrer le crâne plus longtemps, regardez ce film, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé ce film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Même si franchement, je pense qu'il y a de grandes chances que vous aimiez ce film. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur... on sait pas trop encore, parce qu'avec Mathieu, on n'a pas encore décidé de ce dont on allait parler, mais ça n'empêche pas le fait que la vidéo sera là, donc à la semaine pro. Banks.